Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission captivante de Les enseignants nous parlent. Cette émission qui a pour ambition de mettre en lumière les enseignants, de valoriser leurs connaissances, leurs expertises dans le domaine de l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir sur ce plateau un invité de marque, un docteur émérite de l'Université de Douala. Il est surtout expert dans ce domaine et apporte une contribution bien sûr significative dans la formation des générations futures. Installez-vous confortablement et surtout préparez-vous pour une émission mémorable. A tout de suite. Merci. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes sur Campus TV et nous sommes dans le cadre de cette émission spéciale de Les enseignants nous parlent. On donne la voix cette fois-ci aux enseignants pour nous parler, pour nous conscientiser. Et voilà, en tant que docteur, il est fervent défenseur de l'apprentissage impératif et d'engagement. Voilà, permettez-moi sans toutefois tarder de présenter notre invité distingué, Dr Ondoubaye. Dr Ondoubaye, c'est un grand plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie de votre invitation. Je suis tellement ravi de participer à cette émission dans votre chaîne de télévision. Oui. Campus TV, c'est une chaîne d'ailleurs estudiantine. Et voilà, on trouve plusieurs programmes. Vous avez été sollicité dans le cadre de l'émission Les enseignants nous parlent. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, c'est également de participer à cette émission. D'accord, merci beaucoup. Votre parcours académique et votre expertise font de vous une référence incontournable. Je tiens à rappeler que c'est un docteur émérite de l'Université de Douala, docteur en espagnol. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, docteur, parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à aller enseigner? D'accord. Mon parcours est tellement long. Bon, je vais dire les grandes lignes. Oui. Et, bon, moi, je viens du village qu'on appelle Manchola. Je fais mes études primaires dans mon village natal, Manchola, situé dans l'arrondissement de Bibéni, dans le département de la Béni, à la région du Nord, Cameroun. Après les études primaires, j'ai continué mes études dans mon arrondissement, à Bibéni. J'ai continué les 6e en terminale. Après l'obtention du baccalauréat, j'ai poursuivi mes études à l'Université de Douala. J'ai décidé définitivement de venir à Douala, continuer mes études à l'université. Je me suis inscrit au département des lettres et langues étrangères. Notamment appelé anglais. Puis j'ai commencé mes études en filière éthique, études de Libérie. Après 3 ans, j'ai validé ma licence. Après la licence, je me suis inscrit en master. J'ai fait le master 1, master 2. Et en 2017, quand j'étais en master 1, j'ai présenté le concours de l'école normale supérieure. J'ai réussi le concours de master supérieur et le cycle 2. Je me trouve à Yaoundé. J'étais en même temps en master 2 à l'université de Douala. C'était pas facile. C'était pas facile aujourd'hui les yeux, non? J'étais également à l'université. Et ça m'a aidé. En 2018, j'ai terminé la rédaction de mon mémoire de master. Je viens à Douala, j'ai soutenu mon master 2. Je remonte à Yaoundé et continue toujours avec ma formation à l'école normale. En 2019, je soutiens mon DIPES 2 en littérature. Parce que moi, je suis littéraire. Littérature espagnole. Option poésie, moi j'ai la poésie. Et après, en 2019, j'ai terminé l'école normale. J'ai été affecté au lycée de Solfort, dans le département de la Salaka-Maritime. Et 2019-2020, je m'inscris en thèse à l'Université de Douala. Je viens à l'Université de Douala, m'inscris en thèse. De 2000 à 2023, je termine ma thèse de doctorat. Et ce qui m'a permis de soutenir le 1er mars 2023. J'ai soutenu dans le département d'anglais
faculté des lettres et sciences humaines, doctorat PhD, sanctionné par la mention très honorable. Très honorable. Oh là là, c'est magnifique cela. Oh oui. Donc voilà, de manière avancée, mon parcours scolaire. Et ce qui m'a beaucoup motivé à choisir la filière espagnole, c'est depuis l'école primaire. J'avais des grands frères qui revenaient du lycée. Et surtout, monsieur, ce qui vous a motivé à devenir enseignant? Parce qu'on trouve plusieurs domaines, mais c'est l'enseignement que vous avez choisi. Au départ, ma mère m'a conseillé quand j'étais tout petit de faire pastorat ou bien la médecine. Mais moi, j'avais aussi mon rêve, c'est de devenir enseignant. Et je vais former la société, je vais former les citoyens, je vais transmettre les compétences, afin que la société soit ce qu'elle devrait être. J'ai choisi d'être enseignant, et pas par conformisme, mais par vocation. Et aujourd'hui, je suis content. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien. Il faut toiletter dans le domaine de l'enseignement. Mais je suis très heureux d'être enseignant aujourd'hui. Je ne regrette pas. Je crois que je n'ai pas raté mon rêve. Et j'ai concrétisé mon rêve par l'effort. Parce que c'est un parcours de moi-même. Je remercie Dieu aujourd'hui. J'ai pu arriver à un certain niveau de mon rêve. Effectivement, déjà que la passion de rien faire sans passion, son rêve. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous pousse à réaliser de grandes choses. Et comme le disait ce célèbre écrivain, rien de grand, mais c'est accompli dans ce monde. Sans passion. D'accord. D'accord, docteur, c'est un brillant parcours que vous avez eu. Et en tant que docteur d'espagnol à l'Université de Douala, il faut le préciser, quelles sont les méthodes pédagogiques que vous utilisez pour une interaction avec vos étudiants? C'est en tant qu'enseignant de formation, je me rappelle que je suis technopédagogue, sorti de l'école normale supérieure de l'Université, et on nous a enseigné plusieurs méthodes. Mais la méthode qui est en vigueur aujourd'hui, qui est appliquée dans le monde anglo-saxon, c'est l'approche par compétence. L'approche par compétence. APC. APC, voilà. L'approche par compétence, c'est une méthode qui est différente des méthodes par objectif. L'approche par objectif, OPO. Et l'approche par compétence met l'étudiant ou l'apprenant au centre des apprentissages. Parce que l'apprentissage, c'est la quête perpétuelle du savoir, du savoir-faire, savoir-être. Avec la nouvelle méthode, l'enseignant n'est plus un doctus, un sabitou. C'est lui qui doit donner tout à l'apprenant. Il doit construire tout le savoir et donner à l'étudiant qui n'a fourni aucun effort. Et actuellement, avec la nouvelle méthode d'approche par compétence. Et c'est toujours comme ça, oui, en fait, ça c'est pour OPO, d'accord. Ah, d'accord. Et pour l'APC, c'est peut-être différent. Mais les apprenants sentent au cœur des apprentissages. D'accord. Dans le carrefour, apprentissage, enseignement. L'étudiant doit apporter au moins à 40% dans la construction de la leçon. 40% pour les étudiants? 40% pour les étudiants, au moins 60% pour l'enseignant. L'enseignant devient ici comme un guide. Il sait là où il doit conduire ses apprenants. Parce qu'il est un technicien de la discipline. Il connaît là où il faut conduire les étudiants. Donc l'enseignant doit être là pour encadrer les étudiants, pour les aider à la quête du savoir. Il est montré les méthodes par des séries de carrefours conseils, par des cours magistraux, par des travaux interactifs qui mettent l'apprenant à réagir, à stimuler l'apprenant à ressortir en lui. C'est que même l'enseignant va reconnaître. Parce que nul n'a le monopole du savoir. On dit souvent que l'élève est passant le professeur. Cette méthode permet de détecter les talents. D'accord. Détecter les talents. Il y a des apprenants qui vont devenir plus tard plus forts que l'enseignant. Et c'est une méthode qui est vraiment adaptée, qui donne beaucoup de résultats dans le monde actuel. Ça permet de rendre
l'apprenant pas un réciteur de cours, oui. mais un chercheur est une personne qui maîtrise ce qu'il dit, qui maîtrise ce qu'il fait. Oui. C'est pour cette raison on dit que c'est une approche à compétence. Donc, chaque apprenant doit être compétent. On ne peut être compétent si on a l'habilité de chercher. Et si on nous donne chaque fois le poisson, oui. si on ne connaît pas pêcher par soi-même, Oui. un jour viendra, on n'aura plus de poisson sur la table. Effectivement. Et vous, déjà que vous êtes professeur d'espagnol, dans l'apprentissage de ces différentes disciplines, comme l'espagnol, vous en êtes un, déjà que c'est considéré comme un atout dans le monde professionnel. Qu'est-ce que vous observez pour ces étudiants-là qui maîtrisent l'espagnol? Quels sont les avantages pour ces étudiants? Il y a tellement des avantages. Oui. D'abord, pour maîtriser une langue, il y a 4 verbes. Oui. 4 verbes. 4 verbes. Il faut connaître. Oui. Il y a lire, oui. Entendre, oui. Écrire et parler. Lire, entendre, écrire et parler. Si un apprenant maîtrise ces 4 verbes, oui. ça veut dire qu'il a déjà la compétence linguistique d'une langue. Après, quoi viendra d'autres compétences selon la vocation de chaque étudiant. S'il est beaucoup plus motivé par la vocation enseignante, il peut faire une formation spécifique pour devenir enseignant. S'il est motivé par le journalisme, s'il est motivé par la diplomatie, s'il est motivé par la traduction, l'interprétariat, il va faire une formation spécifique et professionnelle. L'espagnol, l'apprentissage de l'espagnol a plusieurs avantages un jour, parce que quand on apprend chaque langue, on augmente son degré d'écriture. Plus on apprend une langue, on augmente son degré d'écriture. Plus on perd une langue, on perd son degré d'écriture. Ça veut dire qu'on est d'acculture, d'être acculturé. Donc l'apprentissage d'espagnol aujourd'hui a beaucoup d'avantages. Des avantages qui sont matériels et immatériels. Je commence par les avantages immatériels. Vous savez que l'espagnol a une belle sonorité. On apprend d'abord pour soi-même. D'accord. Et si vous voyez certaines musiques, si vous voulez savourer certaines musiques et films, il faut connaître l'espagnol. Pour comprendre la profondeur de certaines musicalités, il faut connaître l'espagnol. Et je crois qu'ils ont des très belles sons, des très beaux sons. Ils ont des très belles musiques. Ils ont des séries qui sont tellement élégantes et qui enseignent. Donc on apprend d'abord pour soi-même, pour entrer en contact avec cette langue, avec la culture espagnole. Et d'aujourd'hui, l'espagnol est la 3e langue la plus parlée. Et ça veut dire qu'il y a plus de personnes dans le monde qui parlent espagnol. Ça fait une bonne affaire pour ceux qui veulent exercer dans le marketing, dans le commerce, en ligne. Parce que, monsieur, je ne peux pas vous dire souvent que l'espagnol ne rapporte rien pour ceux-là qui n'ont pas choisi cette filière. C'est faux. Ce sont les raconteurs, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette langue? Non, c'est faux. L'espagnol est important. Et chaque langue est importante. Si vous pouvez apprendre même 1000 langues dans le monde, ça a toujours des avantages. Il n'est pas inutile d'apprendre une langue. Et d'ailleurs, il faut apprendre plusieurs langues, autant possible que ce. Il faut apprendre une langue. Ça a des avantages. On gagne toujours en apprenant une langue. Que ce soit une langue écrite, académique, ou une langue non écrite, qui n'est pas dans les livres. On gagne toujours en apprenant une langue. Surtout pour l'espagnol, ça nous permet d'entretenir des relations avec plusieurs pays, de favoriser le voyage. Pour ceux qui aiment le voyage, toute l'Amérique latine, parce que toute l'Amérique latine parle l'espagnol. Vous pouvez donc interchanger avec tous les habitants de ce pays-là. Et or, aujourd'hui, les Marocains voyager, aller au Canada. Si vous arrivez au Canada, utilisez l'espagnol, vous n'avez aucun problème d'insertion sociale, d'insertion socio-professionnelle. Vous pouvez facilement trouver du travail parce que ça augmente votre capacité linguistique.
Et ça comble votre CV. Plus votre CV est riche en connaissance des langues, plus vous décrochez rapidement l'emploi. D'accord. Effectivement, c'est très important d'ailleurs lorsqu'on a cette polyvalence des langues, c'est très très important. Alors monsieur, quelles sont les stratégies ou encore on va d'abord parler de ces étudiants-là qui, au début, ils sont très motivés, ils sont très déterminés à intégrer l'université. Déjà, oui, je suis déjà à l'université, voilà, je me prends un peu la tête. Mais lorsqu'ils commencent, à un niveau, ils dépressent parce qu'il y a l'échec qui vient. Vous ces étudiants-là qui se retrouvent dans une situation de perdition académique et surtout, quelles sont les causes de cela, d'après vous? Les causes sont plusieurs ordres. Et le véritable problème des étudiants, c'est d'abord l'échec académique et l'insertion socio-professionnelle. Parce qu'il y a des étudiants qui peut-être regardent les enseignements académiques, qui ont la licence, le master, parfois le doctorat, mais ils sont toujours sur la moto en train de faire le basking. Et ils disent que bon, parce que toutes ces études-là, c'est la langue des autres, ça va m'essayer de la croire. Et n'est-ce pas, bon, si je vais finir ma licence à la maison, sans emploi. Et tous ces genres d'état, de causes provoquent le désintéressement. Et du coup, l'échec aussi. L'échec peut aussi émaner du désordre. Parce qu'à un certain moment, les étudiants se dégradent. Comme le désordre, et puis ils ne s'intéressent plus à la lecture. Et puis, bon, du coup, ils ne peuvent pas écrire comme il faut. Ils ne valident pas les résultats d'enseignement. Quand ils ne valident pas, ils se découragent d'abandonner. Cela peut émaner également de la pauvreté. Parce que ce n'est pas facile dans notre pays. Même pour les étudiants qui n'ont pas de soutien, par exemple, comment les joindre l'étude et le monde de l'emploi. Parfois, ça devient difficile pour les étudiants qui n'ont pas les moyens. Même l'argent du transport. Ils se découragent, ils abandonnent. Mais il y a des solutions pour tous ces problèmes. Les solutions que l'on préconise, c'est quoi? Que le pouvoir public, l'État peut faire quelque chose. D'accord. Peut-être les bourses étudiantines qui étaient dans les oubliettes peuvent être en vigueur. L'État peut revenir sur le bon sens, c'est-à-dire encourager les étudiants, c'est risque d'avoir quelque chose à la fin du mois. Également, garantir leur avenir, c'est-à-dire quand un étudiant finit une formation, il doit avoir du travail. Donc l'État doit prévoir, ne pas créer seulement des filières académiques, mais multiplier la création des filières professionnelles qui facilitent aux étudiants l'insertion. Et comment encourager la persévérance de l'étudiant, ceux-là qui font face à l'échec? Tous ceux qui font face à l'échec, on doit les dire de ne pas se décourager. Parce que la vie n'est pas aussi d'aller de succès en succès. C'est d'aller d'échec en échec. C'est pas aussi d'aller d'échec en échec, mais c'est de savoir s'élever. C'est élever autant de fois qu'on tombe. Effectivement. Par exemple, là, je dis aller en échec, d'échec en échec, sans toutefois perdre son enthousiasme. Parce que voilà, il y a des étudiants qui commencent mais qui dépressent parce qu'ils n'ont pas aussi un entourage assez positif pour leur motiver. Et pour ces étudiants-là, qu'est-ce qu'il faut réellement? Comment pouvons-nous le motiver? Ça dépend. Individuellement, on peut le motiver. Si on connaît ces étudiants, on peut les d'eux, se rapprocher d'eux et les encourager parce qu'ils ont perdu l'espoir. Ils ont besoin d'un soutien moral. Si nous ne pouvons pas aider les gens financièrement, mais c'est reste que le soutien moral ne demande pas de moyens. Ça demande juste une volonté de soutenir les autres à travers des conseils, à travers des mots, des soulagements, de l'espoir, afin qu'ils retournent le chemin de l'école, ne pas se décourager. Il y a toujours de l'avenir. Effectivement. Toujours de l'avenir. Alors, monsieur, vous nous avez envoyé une vidéo où vous parliez d'une orientation académique. Voilà, vous
parler des étudiants là qui sont souvent, qui font face à une orientation, qui ne savent pas quoi faire. Ils vont donner des conseils à ces étudiants qui sont en pleine perdition. On va regarder tout de suite cette vidéo qui nous montre les différentes astuces pour une bonne orientation. Allons-y, regardons. Je vais donc apporter ma contribution par rapport à la préoccupation soulevée par l'émission Jeunes concernant l'orientation scolaire en milieu étudiantin. Par rapport à la première préoccupation, je ne suis pas d'accord que les parents choisissent des filières à leurs enfants. Parce que ce sont les enfants qui maîtrisent mieux là où ils s'en sortent dans les différentes disciplines qui sont enseignées. Donc, je prierai les parents de travailler de concert avec les apprenants ainsi que les conseillers d'orientation qui sont mieux qualifiés pour orienter les apprenants dans le choix des filières. Et bien voilà cette vidéo qui démontre clairement comment notre invité nous prodige des conseils pratiques pour une bonne orientation. Monsieur Duval. Merci beaucoup pour l'orientation scolaire. Parce que l'orientation scolaire, c'est débouche à l'emploi, la réussite scolaire qui va conduire plus tard à l'insertion professionnelle. Donc il faut donc bien orienter les apprenants afin qu'ils ne soient pas égarés plus tard. Pour bien orienter les apprenants et les étudiants, il faut tenir compte de certains nombres de choses, comme leurs compétences. Quelles sont les compétences que l'étudiant dégage et qu'est-ce qu'il aime faire. Parce qu'on ne peut pas orienter un étudiant là où il ne peut pas s'en sortir. Si on oriente un étudiant dans le domaine où il n'excelle pas dans ce domaine, il ne va pas aller. Parce que nous sommes dans la promotion de l'excellence. On oriente toujours les étudiants dans les disciplines où ils excellent, présentent des résultats très satisfaisants. Deuxièmement, on oriente aussi les étudiants dans les disciplines qu'ils aiment faire. Parce qu'on s'en sort mieux en faisant ce qu'on aime faire. On ne peut pas s'en sortir si on nous pousse à faire telle ou telle autre étude. Alors, monsieur Duval, partagez un peu avec nous un moment captivant que vous avez vécu à l'Université de Douala en tant qu'enseignant. Quel est ce moment, cette expérience particulière? Ok, l'expérience remonte à quelques mois, c'est-à-dire en mois de décembre. Et j'ai partagé l'expérience lors de Carrefour d'entretien dans le cadre de travail personnel des étudiants. Et j'ai découvert qu'il y a certains étudiants qui sont peu productifs, qui sont un peu amorphes, un peu timides pendant les cours magistraux. Mais à ma grande surprise, je me suis rendu compte que pendant les exposés, il y avait des étudiants qui se démarquent et qui contiennent, qui ont des compétences que je n'avais jamais imaginées. Ils sont toujours dans leur petit coin là, genre moi je connais rien, pourtant ils sont des experts. Ils ont des qualités sur le plan linguistique, sur le plan oral, sur le plan de l'argumentation. J'ai détecté certains talents. Sans ce travail de groupe, je n'aurais jamais détecté ce talent en eux. Donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Parce qu'il y en a des étudiants, docteur, il faudrait bien le préciser, qui ont cette phobie de s'exprimer en public. Pourquoi toujours ça, monsieur? Et comment est-ce que vous fonctionnez avec ces étudiants? En fait, la phobie, c'est un phénomène naturel. C'est naturel, mais quand ça devient exagéré, c'est là qu'il faut questionner. Tout le monde a souvent, on appelle ça le stress, face peut-être au public, et lors des soutenances, ou bien des défenses, des mémoires ou des thèses, on a ces quelques secondes-là de stress. C'est normal. Mais quand ça dure, ça perdure, ça devient un problème. Et c'est là que ça prend. Raison pour laquelle on a créé des groupes, des
étudiants-là de trouver une zone de confort. Vaincre la phobie, faire répandre la parole de Dieu. Parce que l'enseignant mental intellectuel, chaque intellectuel doit avoir cette habilité, cette compétence d'exprimer sa pensée librement en public. C'est ce qu'il faut glisser sur les étudiants. Et je crois que les travaux sur les étudiants, les exposés, développent ces compétences en les étudiants, en le faisant peut-être avec des erreurs chaque fois. Et ils vont travailler à s'exprimer sans peur. Parce que l'apprentissage aussi c'est ça. L'apprentissage n'est pas sur le plan peut-être oral, n'est pas sans faute, n'est pas une langue sans faute. Quand on apprend, forcément, on a des erreurs. Dans nos langues maternelles, on apprend toujours avec des erreurs. Mais en grandissant dans cet apprentissage, on corrige par soi-même ses erreurs. On ne dit plus ici, mais on dit plutôt cela. Mais également dans la langue académique, espagnol, français, anglais, italien, toutes les autres langues, on apprend avec des fautes. Et la présence des fautes dans l'apprentissage montre l'effectivité de l'apprentissage. Donc, en tant qu'enseignant pédagogue, il ne faut pas condamner les fautes directement pendant les séances d'apprentissage. Il faut être plus tolérant. Parce que c'est là où votre élève est en train d'apprendre. Surtout ceux-là qui ont la volonté de parler, parce qu'il y en a certains qui apprennent la langue, mais qui ne veulent même pas faire l'effort pour s'exprimer. La finalidad es de practicar, hablar delante de muchas personas para mejorar sus competencias. Docteur, moi également j'ai appris cette langue, donc... Está bien, exprese muy bien en la lengua castellana. Gracias, muchísimas gracias. Una competencia magnífica sí. Para expresar esta lengua. También ser periodista y docente. Gracias. Alors, pour tous ceux qui ne comprennent pas, tout simplement, le docteur encourage ces jeunes à parler davantage, pratiquer lorsque vous apprenez une langue, une discipline quelconque. Essayez de mettre en pratique pour voir davantage vos compétences au niveau de votre degré de langue en fait. Voilà, monsieur, on va prendre quelques petits conseils venant de vous pour les étudiants là qui souhaitent apprendre une discipline quelconque ou encore une langue étrangère. Quels conseils pouvez-vous leur prodiguer? Merci beaucoup. Pour apprendre une langue étrangère ou une discipline, il faut être déterminé. La détermination. Voilà. Il faut être sérieux. Parce que si on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait, on va le faire à l'échelle. Et après, quoi, nous ne serons pas à la hauteur. Parce que nous sommes plus dans la recherche des personnes seulement compétentes, mais des personnes excellentes. Il faut tendre vers l'excellence. Nous sommes dans un monde de compétition. Parce qu'il faut être un meilleur compétiteur pour remporter le prix. Il faut être parmi les meilleurs. C'est pour ces raisons, déjà c'est plein beau dans la société. J'ai le bac, j'ai la licence, j'ai le doctorat, j'ai le diplôme, mais je ne parviens pas à m'insérer dans le monde professionnel. La raison vient juste, est-ce que vous êtes le meilleur? Parmi les meilleurs, est-ce que vous êtes le meilleur des meilleurs? Pour être le meilleur des meilleurs, il faut apprendre. Il ne faut pas apprendre seulement pour valider, comme les étudiants disent. Apprendre pour valider. Il faut apprendre pour comprendre. C'est une vie. C'est une vie. On apprend pour l'éternité. On n'apprend pas pour décrocher l'examen ni un concours. Parce que si on apprend pour passer un concours, par après, ça va se matérialiser dans le monde de l'emploi. Si on apprend pour avoir un diplôme, par après, ça va bloquer quelque part. Nous aurons des blocus, soit dans les concours, ou bien dans les compétitions qui conduisent à l'emploi. Il faut être le meilleur pour être le meilleur, il faut être déterminé. Il faut être sérieux, la sérénité dans le travail. Il faut être serein. Il faut apprendre, et rien qu'apprendre. Et je crois qu'il
offre le sacrifice. Oui. On ne peut pas apprendre plusieurs choses à la fois. Oui. Il faut choisir. La part des choses. Il faut choisir ce qu'on peut faire. Mais de nos jours, les jeunes veulent que à la fois. Et par conséquent, ils ne sont forts nulle part. Ils ne sont excellents nulle part. Ils savent faire concrètement rien. Ils te disent qu'ils connaissent faire ceci, qu'ils connaissent faire cela. Mais ce n'est pas des connaissances profondes. Ce sont juste des connaissances superficielles à plusieurs. Donc, il faut choisir sa filière et faire le tout le cœur. Et faire avec amour ce qu'on fait avec amour dans la vie. Avec passion, tu as dit tout à l'heure. Rien de grave, mais c'est accompli dans le monde sans passion. Sans passion. Et monsieur, j'imagine que vous avez vraiment rencontré des difficultés, vous en tant qu'enseignant, que vous rencontrez toujours des difficultés. Et comment surmontez-vous cela? Je crois qu'on rencontre toujours des difficultés dans la vie. En tant qu'enseignant, avant d'arriver à ce stade, j'ai rencontré des difficultés. Je crois que j'ai transcendé les difficultés. Et vous en rencontrez toujours? Toujours, jusqu'à présent. Avec les étudiants? Avec les étudiants, avec les collègues. Il y en a toujours des difficultés dans la vie. Mais vous parvenez bien sûr à les surmonter. Oui, je parviens à les surmonter. Et ce qui me donne beaucoup la force, c'est la patience. D'accord. Il y a certaines difficultés qui peuvent être résolues que par le temps. Le temps, c'est un grand remède. Et si vous laissez le temps, avec l'aide de Dieu, on parvient toujours à trouver une voie de sortie. Donc, quand vous avez déjà une difficulté dans la vie, ne commencez pas à agir directement. Réfléchissez d'abord. Ne commencez pas à prendre subitement une décision. Commencez à réfléchir, à mûrir la réflexion. Premièrement, il faut détecter le problème, quel est le problème, et ensuite peut-être envisager. Il s'agit de réfléchir, voir les contours de ce problème. Ne jamais prendre une décision sans réfléchir. Quand on est fâché, il ne faut pas subitement prendre une décision. Il faut attendre. Avec le temps, parfois, nous parvenons à cerner le problème et à trouver des solutions justes. Mais quand on réagit subitement, parfois, on gâte. On est bloqué devant. Voilà. Il faut d'abord étudier ces problèmes. Et à chaque problème, il y a une solution. D'accord. Monsieur Dubaï, parlez-nous un peu de vos futurs projets. Déjà, vous êtes enseignant. Envisagez-vous de continuer à inspirer les étudiants dans leur parcours d'apprentissage, les différentes disciplines? Bien sûr, moi je suis beaucoup des étudiants. Toujours les étudiants. Surtout ceux qui apprennent la langue espagnole. J'ai plusieurs défis. Mon premier défi, c'est de faire comprendre à mes étudiants que l'espagnol est une langue très merveilleuse. Très merveilleuse. Qui doit les aider à être des hommes et des femmes cultivés. Et sans force, oublier les bases. Parce que nous venons toujours de quelque part. Malgré que nous connaissons l'espagnol, nous parlons l'espagnol. Nous n'allons jamais devenir des Espagnols. Nous resterons des Camerounais. Et je souhaite que mes apprenants n'oublient pas leur langue maternelle. La lengua materna. La lengua materna. Malimba. Voilà, le Bassa, le Toufoui, le Ziga, le Moloko, le Foudé doivent être également enseignés. Ils doivent s'appuyer sur l'espagnol pour pouvoir développer des langues locales. Parce que nos langues ne sont pas développées. Et on ne peut pas aujourd'hui apprendre le malimba à l'école, c'est difficile. Il faut faire une langue qui est académique pour pouvoir partir de cette langue-là, développer aussi sa langue maternelle en ressortissant tous les éléments linguistiques que cela comporte. Je crois que pour moi, c'est un atout. Et je ne sais pas, je suis en train de réfléchir comment aider les apprenants à pouvoir partir de la langue, de l'espagnol, pour développer les langues locales. Déjà, nous faisons dans les textes en espagnol
quand vous voyez les textes en troisième, seconde, première, nous introduisons les textes venant des œuvres culturelles camerounaises. Il y a des textes rapportant aux fêtes nationales du Cameroun, par exemple le texte sur la fête de Gondo, Gondo, Feukake, chez les Tupuri, le Boum, chez on les appelle quoi, les Bambous. Tout ça, c'est pour développer notre culture à partir de la langue espagnole, que l'espagnol puisse connaître le Cameroun. Publier un texte en espagnol qui rapporte aux différentes fêtes qui existent au Cameroun. Comment on célèbre, par exemple, le Gondo, tous les éléments culturels. Et ce que tu demandes, c'est-à-dire explorer la diversité culturelle, c'est très important. C'est mon défi. C'est mon défi. Nous devons s'appuyer sur la langue espagnole pour s'ouvrir le monde. Et cela se trouve également dans la loi de l'orientation de l'éducation au Cameroun, la loi de 1995, qui préconise que les Camerounais doivent être formés, enracinés dans les langues locales et ouverts au monde extérieur. Mon dernier défi, c'est de créer un centre linguistique. Et puis, une maison de publication. Dans ce centre linguistique qui doit héberger une maison de publication des livres et des articles pour permettre aussi aux étudiants de publier, pour susciter la vocation littéraire, parce que moi je suis littéraire, auteur de plusieurs œuvres. Notamment, déjà, il faudrait qu'on le sache. Oui, notamment le cosmopolitisme paisagiste. Et bien, c'est une agenda. Poema, c'est une agenda. Le carnet d'un voyageur. Et il y a également 2 livres qui vont paraître d'ici le mois d'août. D'accord, wow, ça c'est une très bonne nouvelle. Donc, je devrais créer, mettre sur pied cette maison de publication pour booster, pour stimuler les étudiants également de publier, d'avoir une vocation littéraire, à s'intéresser aux choses de l'esprit. Parce que quand vous êtes écrivain, vous avez des choses à proposer au monde. Effectivement. Nous devons développer notre culture, pérenniser notre culture, promouvoir notre culture à travers les livres, à travers les publications. C'est mon projet et je suis en train de travailler avec les partenaires d'ici peu, si Dieu le permet. Dieu le permettra. Et nous allons mettre sur pied cette école de publication, des livres et des articles. Déjà que c'est un très beau projet, un projet très porteur. Je suis sûre que ça sera très loin de tous les étudiants qui souhaiteraient bien développer leurs compétences linguistiques. Alors, avant toutefois de sortir de cette émission, on va prendre votre petite observation. Qu'en pensez-vous de la jeunesse camerounaise d'aujourd'hui? Je crois que la jeunesse camerounaise a beaucoup de choses à jour. Et la jeunesse camerounaise a de perdre les repères, beaucoup plus par l'esprit du découragement, l'esprit pessimiste. Et c'est un esprit méchant, un esprit qui te montre que l'avenir est flou, l'avenir est douteux, l'avenir n'est pas promettant. Pourtant, c'est faux, notre pays est béni. Aujourd'hui, on appelle le continent. Le Cameroun, c'est un continent. Le Cameroun est richement béni par les talents, les jeunes talentueux. Les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais sont des bosseurs, des bons travailleurs, des intellectuels. Au pair, nous avons également des ressources. Des ressources, que ce soit des ressources naturelles, des ressources humaines. Je crois que les jeunes Camerounais ne doivent pas s'inquiéter, ne doivent pas être désespérés de leur pays. Ils doivent s'intéresser plus aux intellectuels, ils doivent s'intéresser sur tous les domaines. Pour ceux qui veulent faire la politique, ce n'est pas interdit de faire la politique. Pas du tout ceux qui ont la vocation dans tous les domaines, il faut créer son paradis au Cameroun. Pour moi, l'objectif ou bien la solution pour moi, ce n'est pas de fouiller le Cameroun. Parce que beaucoup de jeunes ont opté d'abandonner le pays pour aller chercher le Eldorado
ailleurs. Disant que c'est mieux là-bas. C'est mieux le Canada, c'est mieux les États-Unis. Donc, une fois arrivé là-bas, c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. C'est vrai qu'ils ont un salaire un peu élevé, mais le niveau de vie est également très élevé. Fini, ça devient vecteur nul. D'accord. Pour les étudiants qui pensent que là-bas c'est mieux, en fait, l'avion c'est juste un moyen de déplacement. Hein. Surtout avant de partir là-bas, il faut savoir dans un premier temps ce qu'il faut faire. Mais il faut quand même découvrir d'où est-ce qu'on vient. Il ne faut jamais oublier la vie. Bien, effectivement. Nous n'avons pas de pays. Nous n'aurons jamais de temps. Nous avons seulement un seul Cameroun. Nous devons être jamais de ce pays. C'est vrai, on peut avoir certains mécontentements. C'est normal. Parce que l'homme réclame toujours. Mais on peut construire notre pays. Effectivement. Ce n'est pas les autres qui viendront construire le Cameroun. Le Cameroun, le demain se fera avec les Camerounais. Et ce sont des jeunes d'aujourd'hui. Ils ont cette lourde responsabilité de découvrir leur mission. Leur mission, c'est de développer le Cameroun. Développer le Cameroun pour que le Cameroun soit un pays prospère. Aujourd'hui, le Cameroun est convoité. Le Cameroun est convoité par plusieurs. C'est vrai que nous traversons des tensions économiques, des tensions sociales, mais cela va prendre fin, ça a des solutions. Effectivement. Chose sûre est que le Cameroun a des ressources. Nous avons des ressources qui sont encore non exploitées. Les jeunes peuvent se lancer dans plusieurs domaines. L'agriculture, comme les riches. Et aujourd'hui, comme tout le monde, chaque pays a compris que la terre ne trahit pas. La terre ne trahit pas du tout. C'est la seule richesse que Dieu nous a donnée et qu'on peut exploiter autant possible. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Andrew Baye, pour ces multiples conseils que vous prodigez aujourd'hui, que vous donnez à nos étudiants qui nous écoutent présentement. Et pour ceux-là qui souhaitent, pour ceux-là qui vont bientôt intégrer le monde universitaire, alors merci, docteur, pour cette présence ici sur la de Campus TV. Nous vous souhaitons d'ailleurs beaucoup de courage pour vos futurs projets très innovants. C'est moi qui vous remercie. Je suis très heureux de partager cette table avec vous. Et je suis tellement ravi de cet entretien. En tout cas, un entretien très riche. Merci beaucoup, Dr. Andrew Baye, une fois de plus, madame, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Nous sommes bel et bien au terme de cette première édition spéciale de Les enseignants nous parlent. Nous espérons que cette émission a été très enrichissante, très captivante et passionnante pour vous qui nous regardez à l'instant. Et merci. Nous vous